Karine Lateri è consulente per un'agenzia di comunicazione del gruppo Havas e è la responsabile editoriale per i vari settori di questa azienda, e tra i quali anche il settore cosmetico. Inoltre è un'appassionata di profumi e quindi ha studiato e in particolare ha scritto una tesi sulla profumeria alternativa e in particolare le collezioni private delle maison di lusso. Abbiamo poi la presenza di Claudia Stagno, direttore di Esport Magazine, e quindi adesso vi presento una conversazione tra Claudia Stagno e Karine Lateri proprio sulla profumeria artistica e le collezioni private delle maison di lusso. Grazie. Signora Lateri, lei ha attentamente approfondito le tematiche relative ai profumi della cosiddetta profumeria artistica e soprattutto ha analizzato la risposta data dalle grandi marche di profumeria che si sono sentite in dovere di creare delle collezioni private che si distaccassero un po' dai profumi tradizionali proprio per affiancarsi alla cosiddetta profumeria artistica. Mi piacerebbe capire da lei se è un affiancamento, una collaborazione, una sinergia o un antagonismo tra le private collection delle grandi marche di lusso e la profumeria artistica. Oui, alors bonsoir Claudia, bonsoir à tous. Alors effectivement, par rapport à cette collection, ce phénomène des collections privées que j'ai étudié dans ma thèse, j'ai essayé de comprendre en quoi les collections privées des maisons de luxe étaient véritablement une tentative, en tout cas par rapport aux maisons de luxe, de se rapprocher de la parfumerie de niche. Alors pour moi, il y a une véritable synergie entre ces deux acteurs qui œuvrent pour un même but, qui est de redonner finalement ces lettres de noblesse au parfum, refaire de lui un produit de luxe et non plus un objet de consommation. En ce sens, il me semble effectivement que ces deux acteurs œuvrent autour de trois axes très forts, qui sont de redonner tout d'abord au jus toute son importance, toute sa créativité. À la différence de la parfumerie traditionnelle et classique, on est sur des jus qui sont beaucoup plus libérés, avec des concepts olfactifs beaucoup plus forts, beaucoup plus singuliers, qui renouvellent le paysage olfactif. On est sur des matières premières qui sont effectivement peut-être plus luxueuses sur ces segments. Et on évite justement tout ce brief marketing et de brider cette créativité du nez. Il me semble également que la synergie se retrouve autour de la place qui est donnée à l'artisan parfumeur, au parfumeur créateur, tant dans les maisons de niche que finalement pour les maisons de luxe sur ces segments. On redonne toute son importance au créateur, on l'interviewe. Avant, sur la parfumerie classique, finalement, quand on achetait un parfum, on achète une campagne publicitaire, un univers, mais on ne sait quasiment pas qui est derrière ce parfum. Sur ces segments, on se rapproche véritablement de la figure du créateur, on l'interviewe pour connaître finalement le concept, l'histoire qui a pu l'idée justement à la création de ce parfum. Et il me semble également qu'on est sur la même synergie sur un troisième axe extrêmement fort, qui est de redévelopper une expérience consommateur, à proprement parler. Dans la parfumerie classique, si par exemple vous vous rendez dans des enseignes telles que Sephora, Nocibé ou Douglas, l'expérience consommateur est extrêmement faible. Vous avez des mouillettes finalement pour tester des parfums, mais vous n'avez absolument aucun conseil. Vous rentrez dans des surfaces de vente qui sont absolument comblées de personnes, vous vous faites bousculer en permanence et c'est extrêmement difficile d'avoir l'attention d'une conseillère pour réussir à trouver peut-être un nouveau parfum, à offrir un parfum à quelqu'un. Ces collections privées, autant que les maisons de niche, renouvellent cette expérience consommateur en apportant un véritable conseil qui est donné sur les surfaces de vente, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'approfondir plus précisément ce point-là. Du coup, ces deux acteurs s'adressent à une même clientèle, la clientèle, une clientèle qui est assez hétéroclite, que ce soit une clientèle finalement d'alter-consommateurs, des gens qui, dans une réalité mondialisée, recherchent un produit avec une histoire, un produit authentique, un produit avec un concept, justement, une personnalité qui soutient ce projet. Mais on a également une clientèle qui peut être tout simplement... Cette clientèle, finalement, se regroupe autour d'un trait de caractère qui serait sa curiosité. On est curieux par rapport à l'univers du parfum, par rapport à ses coulisses, et on cherche finalement à avoir un parfum peut-être tout simplement qui se distingue du commun des mortels, ne pas prendre finalement le métro et sentir la même odeur que son voisin, et cela avec les moyens, en se donnant des moyens pour une certaine clientèle ou en ayant les moyens effectivement d'avoir une personnalisation extrême de ses offres. En revanche, on peut parler, je ne pense pas que c'est une synergie complète dans ce but, mais le problème est qu'on n'est pas avec des acteurs qui ont la même légitimité finalement dans ce projet, dans le sens où
la parfumerie de niche est quand même beaucoup plus légitime dans cette démarche. Les maisons de luxe ont contribué à faire du parfum, en un certain sens, un produit banalisé qui a été démocratisé. C'est elles aussi qui ont entraîné ce phénomène de sortir énormément de produits, énormément de lancements chaque année. Et on se rend compte que cette démocratisation du parfum a entraîné sa banalisation. La parfumerie de niche s'est justement révoltée littéralement contre ça et a eu sa lettre de noblesse en devenant pionnière, en disant on se bat contre cela, on veut créer effectivement une autre expérience consommateur, des jus et redonner toute sa place à l'artisan. Donc pour moi on est sur les mêmes démarches, mais avec du coup une position de la part des maisons de luxe qui est peut-être plus fragile dans certains... Più fragile perché è arrivata dopo, in un secondo tempo, quasi una reazione Tout à fait. alla profumeria artistica. Tout à fait. Ça a entraîné véritablement un remaniement des stratégies autour du parfum par rapport aux maisons de luxe qui se sont rendues compte que leur légitimité a été en quelque sorte entamée par ces acteurs qui ont montré qu'eux étaient capables de faire du parfum un objet de luxe véritable, alors que finalement les maisons de luxe qui, elles, sont censées produire des objets de luxe, étaient mises à défaut sur des produits qui étaient peut-être non pas d'une moins bonne qualité, mais juste des produits qui étaient moins luxueux dans le sens justement de cet artisanat d'exception. Possiamo quindi dire che il concetto del lusso è cambiato e evoluto nel tempo perché il mercato è cambiato. Quali sono i codici che oggi contraddistinguono il prodotto di lusso? Viene sia in caso di un accessorio, di un profumo, che cosa contraddistingue oggi il prodotto di lusso? Alors tout d'abord je pense effectivement Claudia que la crise a véritablement permis de redéfinir le luxe. En quelque sorte, ça a été un catalyseur qui a permis de se rendre compte, avec cette crise économique mondiale, des écarts qui étaient arrivés dans le domaine du luxe. Avant, comme le disait Christian Blankert, l'ancien directeur général d'Hermès, dans son ouvrage Luxe Trotteur, on était dans un luxe qui s'apparente finalement au luxe de Versailles, au luxe véritablement de l'opulence, du faste, de la grandeur. On déclare son statut par la richesse finalement. Et c'était un luxe de l'ostentatoire, tout à fait. Et c'est finalement ce luxe qui a été quasiment déconnecté de l'objet. On imposait son statut, mais finalement l'objet était assez peu, c'était un phénomène vraiment de surface, on restait dans l'apparence des choses. La crise forcément a ébranlé tous les repères, on a eu besoin de revenir vers des produits plus authentiques, on a eu besoin de se recentrer sur certaines valeurs, et la crise a eu justement cet effet de pouvoir permettre de montrer la déviance finalement. L'hybris et la démesure qui est arrivée par rapport au luxe, et on revient sur un luxe, comme le dit Christian Blankert, de Venise, un luxe où quand vous arrivez effectivement c'est quelque chose, une réalité beaucoup plus austère peut-être au premier abord, mais qui demande de la connaissance, demande, comme les palais vénitiens, vous passez devant, c'est très imposant, mais quand vous ouvrez les portes, vous accédez finalement à toute la richesse, à toute la splendeur. Et c'est un luxe du coup de la connaissance, alors certains appellent ça l'hyperluxe ou le métaluxe. En tout cas, c'est un luxe qui se concentre sur l'artisanat, sur un produit d'exception. Du coup, justement, les caractères qui peuvent distinguer un objet de luxe seraient la rareté, l'exclusivité, le savoir-faire, un savoir-faire absolument exceptionnel. Mais ce qui, justement, permet, dans ce luxe, en tout cas, on revoit par exemple dans les campagnes publicitaires, vous revoyez les campagnes des maisons de luxe reviennent sur l'artisanat, sur le savoir-faire. Vous voyez les campagnes de la maison Louis Vuitton. Tout à fait, et moins sur finalement tout cet univers. On revient dans les coulisses, c'est pour ça que par exemple le groupe LVMH peut faire ses journées particulières où vous accédez aux coulisses du luxe, où on vous apprend les mots des artisans, on vous montre la réalité du geste. Et par exemple, du coup, le parfum, tout cela appliqué au parfum, donne une réalité totalement différente. Un parfum de luxe, ce sera un parfum avec des matières premières peut-être beaucoup plus luxueuses, et parfois pas tellement, mais c'est quand même aussi une autre possibilité. Mais c'est surtout un parfum qui n'est plus, par exemple, circonscrit dans une certaine temporalité. On a un parfum qui peut être construit pendant des mois et des mois par année, qui a tous les moyens, en tout cas, d'exprimer sa richesse, et c'est son savoir-faire et son art qui fait que l'artisan devient un créateur absolu. Donc pour moi, c'est en tout cas une réalité du luxe qui s'est métamorphosée au cours des années. Meno status symbol e più consapevole. Sì, sur le produit, beaucoup plus. Del prodotto. Tout à fait. Quindi anche il mondo del retail sarà cambiato da quando è entrata in gioco la profumeria artistica, proponendo una boutique, un ambiente differente. Oui, je pense effectivement que le retail a été fortement impacté par ces maisons de niche.
et par finalement toutes les innovations qu'il a pu amener. Les marques de niche, du coup, ont développé un nouveau retail qui s'opposait justement aux réalités quasiment, certains appellent ça les hypermarchés du parfum, des supermarchés avec des distributeurs quasiment automatiques, où vous n'avez plus du tout de conseils. Les maisons de luxe ont décidé de créer non pas des adresses de passage, mais des adresses de destination. On y va pour découvrir finalement des concepts. On va par exemple chez Nose, on va dans d'autres parfumeries par exemple à Paris, où on va découvrir des produits, et c'est le sens olfactif qui est véritablement mis à l'honneur dans ces structures de vente. On y vient, comme le disait finalement Frédéric Malle, qui a été le premier à inventer ces colonnes à sentir, on a besoin de ne pas être ébloui par la lumière, de ne pas avoir des problèmes par rapport à tout le bruit environnant. On se concentre sur l'olfactif et on essaye de faire découvrir le parfum. Les matières premières, à travers que ce soit finalement dans ces boudoirs d'antan, on découvre de nombreux ateliers. Vous avez des marques qui, du coup, toutes les marques de niche s'évertuent à proposer de nouveaux ateliers ou des nouveaux instruments, que ce soit de découvrir finalement le parfum dans des céramiques qui peuvent permettre du coup de découvrir un nouveau sillage, que ce soit des tables olfactives. C'est tout un laboratoire de créativité absolue. Tout à fait. Des instruments, alors après vous avez des approches diverses qui sont technologiques, poétiques, ludiques. Chaque marque de niche a son univers et essaye de le faire découvrir d'une manière plus ou moins finalement spécifique. Mais du coup, le retail a fortement évolué. Et du coup, les consommateurs qui se sont rendus compte qu'on pouvait accéder à un tel niveau de conseil ont été assez perturbés par l'approche qui était faite par les maisons de luxe. Et on se dit finalement, pourquoi est-ce qu'on irait acheter un parfum Dior dans une surface de vente telle que Sephora par exemple? Et alors les maisons de luxe, c'est là où on voit l'impact et justement la réaction après coup. Les maisons de luxe ont développé de véritables écrins. Alors je prends l'exemple de Paris parce que je suis française, donc c'est vraiment une réalité que je connais plus. Mais si vous vous rendez par exemple aux Galeries Lafayette à Paris, vous avez l'étage du bas qui est l'étage cosmétique. Vous avez là des structures de vente totalement classiques. Vous avez juste une mouillette pour découvrir le parfum. En revanche, quand vous montez d'un étage, vous passez à l'étage mode, donc beaucoup plus au calme finalement du trafic, en tout cas des visiteurs. Et dans cet espace de mode, vous avez des écrins qui sont véritablement des espaces totalement novateurs, dans le sens où vous arrivez, vous êtes légèrement surpris parce qu'il n'y a aucun prix, par exemple, qui est affiché dans ces espaces. Vous avez par exemple sur la collection privée Dior 12 flacons iconiques. Il y a comme une curation muséale presque. Vous arrivez, c'est une sorte de musée du savoir-faire du parfum. Vous avez des vidéos où vous voyez effectivement le nez de la maison Dior qui opère avec des triptyques qui sont les différentes matières premières avec des fioles. Et quand vous arrivez, vous avez toute une série de fioles de matières premières qui sont juste au-dessus des parfums. Vous n'avez plus aucun prix et du coup ça perturbe légèrement le client qui arrive et qui se dit il y a de nouveaux instruments. Vous avez un divan avec un orgue à parfum pour vous faire sentir justement tous les parfums et ça s'appelle le musée de parfums Dior, donc la maison de parfums Dior. Donc c'est vraiment un espace totalement atypique et on se rend compte que ce phénomène ne touche pas que la maison Dior. Vous allez chez Chanel juste à côté ou Guerlain et on s'évertue à trouver de nouveaux outils pour permettre de développer cette connaissance du parfum et la donner à son public, transformer le public en amateur du parfum véritablement et lui donner les clés en tout cas de compréhension de ces matières premières qui étaient totalement cachées auparavant. In questo contesto le private collection devono comunque comunicare molto al cliente, oltre a mettere a disposizione degli strumenti. Sì. Quindi è importante anche come comunicare e come assistere il consumatore fino a portarlo alla conseguenza finale che è la vendita. Oui, tout à fait. Alors je pense qu'effectivement les maisons de luxe ont effectué un énorme travail par rapport justement à cette présentation des collections et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut le montrer aux consommateurs, parce que quand on arrive aussi face aux maisons de niche, on est un petit peu perdu dans le sens où on ne sait pas quelles sont les fragrances. On arrive face à 12 jus iconiques qui représentent l'histoire de la maison, mais on est totalement perdu. Donc les maisons de luxe se sont toutes évertuées à créer un véritable cérémonial en soi, qui est totalement novateur. Alors toujours en restant sur... Vous devez voir les images défilées qui n'ont pas forcément de rapport, mais en tout cas
des fois je pourrais peut-être retrouver un lien avec. Quand vous arrivez dans la maison Dior, vous avez donc ce divan, que vous verrez passer dans les images un peu plus tard, où on vous incite à venir, ça s'appelle une consultation privée. Cette consultation privée est totalement gratuite, c'est un temps qui est dédié par les conseillères et qui dure quand même de 20 à 45 minutes pour aider chaque client. Alors le client peut venir seul, en couple, en famille, pour essayer de retrouver sa signature olfactive. Alors je ne sais pas si tout le monde l'a fait, juste pour préciser, ce cérémonial, il consiste en un cérémonial en 3 parties. La première partie est tout simplement, on parle au client pour essayer de comprendre quels sont ses goûts, quels sont les parfums qu'il a portés, quelle est sa mémoire olfactive et son patrimoine olfactif, les senteurs qu'il peut totalement détester. On essaye justement de comprendre tout son univers pour pouvoir lui proposer dans une seconde partie, avec une sorte de blind test. La conseillère prend 3 parfums qu'elle tourne, donc on ne sait pas du tout quels parfums ont été choisis. Et à partir de ces parfums, elle vous fait sentir les notes. Elle vous demande effectivement du plus léger au plus intense, d'essayer d'expliquer toutes les matières premières qui sont dedans avec votre expérience, ou qu'est-ce que vous pouvez ressentir, quelles sont vos impressions, qu'est-ce que vous retrouvez comme matière première. À partir de ces questions, elle vous aiguille, elle vous explique effectivement comment reconnaître les matières premières. Elle va prendre des fioles de matières premières et elle va vous les faire sentir pour qu'on puisse faire comprendre finalement à tous les consommateurs tout le travail qui a été effectué par l'artisan. Entre la matière première, on vous dit voilà, c'est le musc qui est à l'origine de votre parfum, et là vous comprenez toute la création de l'artisan et tout son savoir-faire. Et la troisième partie, enfin, qui est totalement spécifique justement aux maisons de luxe, et qu'à partir de ce parfum, on choisit un seul parfum qui correspond justement, enfin, dans les 3 parfums, on vous demande quel est le parfum que vous préférez, et ce parfum, on vous raconte en fait l'histoire des effluves, et on relie cette histoire du coup à l'histoire de la maison Dior et à tout son patrimoine, ce qui est extrêmement important, et ça a un intérêt absolument majeur pour les maisons de luxe. Ça a 3 intérêts. Alors c'est une expérience consommateur assez intellectualisée, mais ça permet en tout cas de comprendre 3 choses. La première chose est que en donnant ce temps, quand la marque donne ce temps au consommateur, le consommateur déjà est assez surpris parce que vous vous retrouvez dans une surface de vente, on ne vous demande pas une seule fois si vous comptez acheter ce produit. Vous êtes là face à cette conseillère qui est quand même assez souvent sollicitée par d'autres clients qui peuvent passer, donc vous vous sentez dans une situation assez privilégiée. En plus, vous êtes dans une démarche active, ce qui fait que vous participez d'autant plus à l'expérience et que vous êtes véritablement marqué par cette expérience, même dans votre inconscient finalement. Et quand vous ressortez de cette expérience, vous avez envie effectivement le soir quand vous rentrez de dire mais j'étais à la maison Dior, on m'a montré ça, c'est absolument exceptionnel. Et pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout en parfum, c'est un grand pas véritablement de découvrir ces parfums. Donc c'est une logique un peu de don et de contre-don, comme le dirait Mauss. On va effectivement remercier cette maison en partageant cette expérience, et c'est extrêmement important parce qu'on est sur des communications qui sont inexistantes quasiment en dehors du retail. Il n'y a pas de communication publicitaire, il n'y a pas de pub, que ce soit télévisuelle ou finalement dans la presse écrite, et donc ça permet de relayer cette collection privée. Ensuite, ça a un second avantage qui est que dans cette bataille justement de l'hyperluxe ou du métaluxe où on veut montrer son savoir-faire et tout l'artisanat, on s'impose forcément dans la position de haut parfumeur. Les maisons de luxe quand même ont eu un petit défaut de légitimité à certains moments, dans le sens où quand elles ont démocratisé le parfum, on se dit est-ce qu'elles sont encore capables de faire de la haute parfumerie? Et les maisons de luxe là reprennent leur position en disant nous sommes capables. Tout à fait, on va vous le démontrer, et vu qu'on vous forme, on vous transforme en amateur au fur et à mesure, on essaie de vous donner les clés, en tout cas d'avoir un rapport continu au parfum et de comprendre cet univers. Et en faisant ça, elles resacralisent leur position de haut parfumeur. Donc vous allez prendre par exemple, c'est assez amusant, quand vous faites le test, vous prenez des triptyques, on vous fait sentir les 3 parfums, et vous voyez à l'écran François Demachy avec le même triptyque, et vous vous dites je pénètre dans les coulisses finalement de ce luxe. Et le troisième avantage est effectivement que le parfum devient en fait le support du storytelling de la maison. C'est quand même une réalité absolument nouvelle, dans le sens où le parfum avait été un peu sacrifié par les stratégies des maisons de luxe. On s'est dit que ça pouvait être un objet qui permettait de refaire la rentabilité aussi d'activités beaucoup plus coûteuses telles que la haute couture. Là, le parfum, la valeur même du parfum a été en quelque sorte un peu twistée, tordue en tout cas, et on en fait un porte-parole de la valeur absolue de la maison, ce qui signifie qu'on lui redonne un statut absolu. Et du coup, en racontant cette histoire de marque, on peut, alors ça peut être un petit peu poussé, mais par exemple quand vous allez chez Abercrombie, vous faites cette expérience, vous avez du parfum, vous sentez immédiatement, quand vous ressentez le parfum, vous repensez à cette expérience. La maison Dior, de même, quand elle vous initie à son patrimoine olfactif, vous marque en fait intérieurement sans que vous puissiez véritablement le savoir, mais
ça crée un patrimoine olfactif qui se rattache à cette maison. Et surtout, ça permet de démontrer tout le lien entre la haute couture et le parfum. Donc on insiste sur les liaisons, par exemple, le parfum Granville dans la collection privée de Dior, on vous explique toute l'enfance de Christian Dior à Granville, les embruns, l'iode, et vous avez cette histoire qui est présentée par la conseillère, mais aussi sur des iPads juste à côté, où vous avez des récits avec l'histoire du parfumeur. Et c'est une réalité qui se retrouve sur toutes les dernières collections, comme la collection Givenchy qui vient juste de sortir, où on retrace ce lien. Et Dolce & Gabbana également, avec la Velvet Collection, vous avez la vidéo qui présente véritablement ce lien en permanence entre les deux. Da quello che dice è evidente che la comunicazione delle grandi marche che fanno le private collection ha degli scopi differenti dal tipo di comunicazione della profumeria artistica. Qual è lo scopo di comunicare per la profumeria artistica rispetto alle private collection? Tout à fait. Alors je pense que c'est une question assez pointue, dans le sens où on essaie vraiment d'affronter la problématique. Quand on est une maison de niche, on communique, une marque de niche, on communique du coup sur le produit véritablement. Alors il y a une histoire, effectivement, derrière il y a un artisan, il y a un parfumeur qu'on remet en avant, mais on n'a pas la même force historique qu'une maison de luxe qui peut justement aussi emporter les gens, tout à fait. Donc on est sur une communication qui est beaucoup plus pointue, et c'est un défi technique absolu pour les marques de niche de réussir à créer de l'attachement à l'olfactif sans passer par le visuel. Et en fait, Jean-Claude Héléna disait que c'était le problème de la civilisation occidentale également, dans le sens où quand vous avez, dans l'Occident, vous avez besoin du visuel pour vous rattacher à l'olfactif. Et c'est extrêmement dur de traiter de manière efficace. Non sempre corrisponde. Tout à fait. Et du coup, les marques de niche n'ont pas, essayent en tout cas de se départir du visuel pour rentrer sur le produit, sur le jus lui-même. En ce sens-là, c'est un défi technique beaucoup plus poussé, et c'est pour cela que c'est aussi le foyer, le bastion de la créativité, et qui inspire les marques de niche. Parce qu'on se rend compte que c'est des laboratoires de créativité absolue. Vous allez dans les nouvelles adresses à chaque fois en vous disant comment est-ce qu'on va m'émerveiller, comment est-ce qu'on va m'expliquer quelles sont les différentes notes, et chaque marque a son approche, et c'est effectivement assez notoire en tout cas. Par contre, pour les maisons de niche, on communique autour du storytelling. Également, on se rend compte que la communication sur le produit sert juste de levier pour décoller vers l'histoire de marque. Alors, après, tout est une question. Au cours de mon étude, j'ai pu réaliser quelques tests qualitatifs. Certaines personnes veulent porter un parfum par rapport à une histoire qui lui est reliée. C'est une force pour lui, et il se parfume en pensant effectivement à cet univers. D'autres, peut-être plus puristes également dans leur démarche, sont un petit peu méfiants vis-à-vis de ce storytelling et se disent c'est peut-être une facilité par laquelle on contourne l'accès au produit. Donc c'est une communication qui, dans tous les cas, se rattache au produit, mais de deux manières du coup assez antagonistes. Ma il prodotto prevale sulla storia? Alors je pense que pour les marques de niche, le produit justement est tout à fait est mis en premier plan. En revanche, je pense que pour les maisons de luxe, dans la démarche officielle, en tout cas, le produit est mis au premier plan, mais en réalité, il sert d'appui à quelque chose d'autre, à une autre réalité. Ce qui peut créer du coup une certaine méfiance, où on peut se dire est-ce que ce n'est pas que du marketing finalement de refaire ça, et est-ce que ce n'est pas justement un manque de crédibilité. Qui va gagner? Alors ça, grande question. Peut-être vous allez donner une réponse qui va gagner entre les deux, ou tous les deux. Question ouverte. Parfait. En fait, moi, je m'analyse que c'est à temps où de plus en plus les marques de niche justement s'intègrent dans les Sorry. Allô? Ouais. Donc je vous disais, on voit de plus en plus de marques de niche qui en fait qui s'intègrent dans les canaux de distribution sélectifs. Oui. Donc là, on a par exemple le dernier Sephora qui est ouvert à Milan, je pense que c'était cette semaine, où il y a des marques de niche qui sont distribuées, donc il n'y a pas de marque de sélectif. Est-ce que vous ne pensez pas que justement les marques de niche sont en train de converger de plus en plus dans cet engrenage qui a été instauré par les marques de luxe ? Tout à fait. Alors je pense qu'on peut parler véritablement d'une dialectique. Les maisons de luxe s'inspirent des marques de niche, mais les marques de niche s'inspirent aussi des maisons de luxe, et dans le sens tout simplement où elles ont des objectifs économiques, et que la survie d'une marque de niche, du coup, vu le nombre de développement de marques de niche, c'est assez fragile et c'est extrêmement difficile. Du coup, on se rend compte que les marques de niche ont besoin de réintégrer, finalement, vous avez lu Serge Lutens déjà chez Sephora, même en France, on a besoin de réintégrer ce parcours économique. Et je pense que c'est là justement toutes les difficultés à laquelle vont s'affronter les maisons de niche, c'est les marques de niche, comment est-ce que les marques de niche vont pouvoir garder
ce statut de confidentialité, tout en parvenant justement à être relayés dans des distributions beaucoup plus grandes et massives qui leur permettent leur survie. Hi, I'm going to ask you my question in English. Is that okay? Yes. Okay. I'm seeing that artistic perfumes are doing very well, and whether it's fashion brands trying to build up their image by also selling artistic perfumes, or it's just creators of perfumes to do their own things, one of the product categories that you're seeing develop after perfumes is candles. Yes. Correct? For sure. What do you feel is after this? Could we ever see incense take a strong role worldwide? What do you feel? Question assez technique et assez difficile. Je vous avoue que pour l'instant, voilà, effectivement, il y a ce mouvement autour des bougies et autour de la senteur. Après, il y a encore d'autres choses, toutes les céramiques développées également de manière olfactive, avec ces maisons de luxe qui commencent aussi, comme Hermès par exemple, à montrer ces céramiques que l'on peut mettre dans ces armoires finalement. Et c'est toute une culture autour du parfum. Je ne sais pas si véritablement cela restera concentré sur le parfum, mais en même temps, je pense que ça s'inspirera effectivement du développement produit qui sera réalisé dans les maisons de niche également, mais je vous avoue que je ne pourrais pas en tout cas répondre à la troisième phase qui se développera juste après en tout cas. What do you think about credibility? How sustainable is the approach of having this clear consumer segmentation between consumers that are served, or let's say the perfume as a consumer good, shopping for it in Sephora, and by the same brand showing the real artistic approach in their boutiques, for example? How is that, or what kind of development would you see over time to that? Alors, je pense effectivement que c'est une problématique extrêmement importante pour les maisons de luxe, de savoir maintenant qu'elles ont développé ce nouveau segment, peut-être beaucoup plus qualitatif, de savoir comment est-ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que quand on va, par exemple, dans cette maison de parfum Dior au Galeries Lafayette, on a quand même un sentiment que le reste de la planète peut acheter son parfum en bas et qu'en haut, c'est réservé finalement à une véritable approche du parfum, à quelque chose qui est beaucoup plus luxueux. Et pour moi, c'est quelque chose qui semble très problématique, sur lequel j'ai pu interroger du coup diverses conseillères, qui m'expliquaient que peut-être que le futur serait en réalité de réintégrer les parfums de la distribution classique de ces marques. Par exemple, quand vous allez à la maison de parfum Dior, vous avez cette expérience olfactive qui est faite sur les 12 produits de la collection privée, mais vous avez également tous les parfums de la maison Dior qui sont présentés dans cet univers. Et il y a assez peu de boutiques finalement Christian Dior qui le font, je crois qu'il n'y en a que 2, je crois qu'il y a Londres également, où vous avez toute la collection techniquement de parfums. Et je pense que c'est finalement peut-être l'approche qui sera réintroduite pour garder cette crédibilité, c'est en tout cas de réintroduire cette offre classique dans cette segmentation. Et par exemple, en plus, il n'y a quand même que entre 12 et 14 jus sur ces collections, quasiment. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, parce que c'est quand même des concepts olfactifs assez forts et assez différents, assez marqués, vous n'avez pas, par exemple, de notes gourmandes, généralement, dans ces collections. Et le client qui va, en tout cas, faire cette démarche, peut des fois tomber totalement fou amoureux d'un autre parfum qui va être présenté. Donc pour moi, le but, en tout cas ultime de ces collections, serait de réintégrer, en fait, de repenser toute l'offre parfum des maisons de luxe à travers ce segment, justement, beaucoup plus qualitatif, plutôt que de continuer dans un divorce en quelque sorte de ces deux stratégies qui risquent en tout cas d'entamer la crédibilité sur la parfumerie classique de ces maisons de luxe. Donc le bénéfice, c'est l'upgrading du domaine de la parfumerie, le bénéfice. L'upgrading, l'amélioration du réseau. Oui, tout à fait. Oui. Repenser effectivement cette distribution plus classique. Buongiorno. Io da un po' che seguo l'andamento dell'industria del niche e credo che esiste un forte rischio di banalizzazione, perché esiste un processo un po' contraddittorio. Mentre all'origine l'idea dell'esclusività, l'idea del lusso inteso come raro, oggi si vede una quantità praticamente esagerata, a mio avviso, di un'offerta che poi alla fine di lusso ne ha ben poco,
vedo più che altro una scorciatoia rispetto al processo complessivo dell'industria, che consiste in una logica industriale, sulla falsariga, o meglio, sulla nascosta. Cioè, sono essenzialmente un vetro, spesso banale, con un'etichetta spesso non creativa, che declinando in 10 fragranze consiste in un'offerta di lusso, di niche. Cioè, trovo che questa cosa esiste. Probabilmente all'origine consisteva in un'offerta particolarissima, oggi il rischio è proprio di banalizzare, perché è difficile trovare su offerte, in una fiera come questa si vede in modo ancora più evidente, dov'è il lusso di questa offerta. Mentre è inequivocabile che su progetti estremamente sofisticati di case come Valentino, come Dior, come Chanel, eccetera, esiste effettivamente dei grandi investimenti di packaging, delle cose particolarissime. Su questi progetti io trovo difficile di condividere questa grande idea, che è un'idea geniale, di far passare per lusso una cosa che è essenzialmente molto povera. Sì, allora, io capisco l'italiano però un pochino, quindi... Scusa. No, non c'è niente problema, però di quello che ho capito, lei sta parlando proprio delle collezioni private o della niche. Ah, della niche, ok, quindi magari riprovo la domanda perché... Sì, praticamente lui dice che non è lusso quello che propongono tante marche sì, della esatto. profumeria artistica. Grazie mille, grazie. Alors, en français. Una banalizzazione. Alors, je suis totalement d'accord. Effectivement, je pense, en faisant un tour finalement dans cette foire, on se rend compte que les marques de niche elles-mêmes, qui avaient ce concept olfactif extrêmement fort par exemple, commencent à proposer, on vient de sentir tout à l'heure des parfums très gourmands, très fruités, où on nous dit ah oui c'est le dernier de la collection, et qui correspond finalement à quelque chose qui correspond totalement à de la distribution de la parfumerie classique. Donc c'est effectivement... On parle de stratégie marketing de la part des maisons de luxe sur ces segments, on peut les critiquer et dire qu'il y a une certaine fragilité, mais de l'autre côté, les marques de niche, tout le monde s'engouffre dans les marques de niche, on a quasiment 300 marques de niche qui sortent, enfin, tous les jours il y a de nouvelles marques de niche qui arrivent, et c'est évident qu'on va avoir du mal du coup à distinguer les véritables marques de niche ou pas. Après je me rends compte que du coup c'est aussi tout l'intérêt des structures qui présentent que des parfumeries de niche, de réussir à proposer un véritable choix, à faire un concept olfactif justement, enfin un concept en tout cas d'expérience de vente qui soit tourné vers des marques de niche où il y ait une sorte de curation finalement, des marques qui soient présentées pour éviter justement ce stratagème de marketing et de contamination en quelque sorte des marques de niche. Silvio Levi. Try to speak English. I do hope this is fine. So I think that the main point is to understand the difference between lux and excellence. So the reason why this event has a name Excellence is because we put together essence and excellence. So obviously niche burn very often with very poor packaging, small investment, and mainly all the effort is on the fragrances. So we are looking for something that is inside the bottle, capable to give a message. So luxury, you can do something luxurious when you have enough financial support to make it, to have about structures and facilities to do it. So the aim here is to identify who is still capable to create fragrances capable to tell a story and give them the opportunity, possibly thanks to Excellence or other possibilities, to develop a business and to finally have a return on investment, improving then the packaging, the presentation, and what else. So I think that is exactly the correctly Karine is discussing about luxury and niche, exactly, and the difference between luxury and niche is mainly that one. What is going on is luxury now is decided to replicate some or to introduce new fragrances capable to tell a story. What is very interesting is to know how Chanel proposed it in a very simple packaging.
So if you look how they are trying to approach niche, is to become easy, simple, and not luxury. Because if you compare what is the classic collection from all the main brands, curiously, they do everything in order to let them to appear luxurious, because they want to put again the attention on fragrances. And so that is the process, I think. Bernard Dumas. Bonsoir, Bernard Dumas. Bonsoir. Je travaille dans le luxe, Claudia me connaît bien depuis des années. Juste pour continuer nos discussions, nous avons beaucoup parlé produits. Produits. Je parle distribution, 2 minutes. Il me semble, à mon avis, aujourd'hui, depuis des années, que la distribution de nos marques sont trop dans les mains d'industriels comme Sephora, comme les grands groupes, et que l'offre de distribution est extrêmement limitée. On voit apparaître ainsi en France et en Europe et dans le monde. On fait des essais. Actuellement, je conseille une maison qui s'appelle Caron, les parfums Caron, qu'on essaye de... qui est une merveilleuse marque Caron depuis 100 ans qu'elle existe, plus de 100 ans. Elle est sélective, elle est belle. Le problème, c'est comment arriver à faire coïncider l'offre, la demande, sans en faire un produit de luxe et qui, pour moi, est du mass. Je suis provocateur, et qui est du mass market. Quand on parle de Dior, quand on parle... même de Chanel, vous venez d'évoquer Chanel, et Dieu sait si j'aime Chanel, si j'aime Hermès, si pour moi, dans ma jeunesse, c'était le luxe du luxe, aujourd'hui, c'est plus du luxe, je suis désolé, je suis provocateur. Donc, le problème, distribution, distribution, distribution. Merci. Obviously, I agree perfectly that distribution is the key to differentiate it. So that's a reason you know that the criteria, the technical committee, I'm the president, unfortunately, the technical committee of Excellence, and you know that in the website you see exactly what you're telling about. So there is an aesthetic criteria and there is a distribution criteria. So if you decided to stay in a selected distribution, because if you use the word niche, it means that you have a part of something. So usually in any interview I used to say, what's the target of niche? To conquer 1.5%. And 1.5% of beauty business in Europe means 1.5% of 72 billion euro turnover. That means 1 billion, okay? But if you multiply on all continents, obviously you can imagine to have something, let me say, potentially almost 10 billion euro turnover. If you divide it for 100, 150 brands, a lot of them will be very happy. So I think stay in the border. Consider that, what is the other difference between masstige and niche? Masstige obviously is looking to identifying a bestseller. And a bestseller means that the more people will dress the same fragrance, you will be very happy. What's about niche? A niche shop is a shop that has a commitment to let each single customer coming out with a different fragrance. Because each of us would like to have a fragrance that someone else tells, it's you. Because they represent your personality. So I used to say that niche business is made of a wonderful puzzle of slow moving. So we made $1 million turnover, but very often a shop is capable to sell 12 pieces a year of one fragrance. But they, you know, we see that Nose, for example, is now a software, is the perfumery 2.0, no, if you want, is in a way to suggest people how to use their own nose, not knowing the brand, not knowing the packaging, and telling me what you like and what you dislike. And then I have simply to drive you to find the masterpiece that is in our collection, and that will be your ambassador, what you will dress. So obviously, logistically speaking, and the stock point of view, and the supply chain, completely different on respect to masstige. So it's a huge work to organize it in a proper manner. And then typical other things I used to say that niche, what is niche? Is like a church, a cathedral. You come in and you see a masterpiece. And as soon as you walk inside, you see a niche.
with a statue, with a paint made by an artist. Then another niche with a painter, an artist. So it should be that you get the masterpiece and then you decide which niche is your niche. But you are inside the masterpiece. That is the role. And that is the aim of the man. I guess if one niche is more successful than other niches, is it dangerous for the whole sector? It can go and finish into the mastiche? I can say, if I can answer that, if someone else. The answer is, I used to say 80-20. 80-20 is the typical rule for any business. The 20% of the brand is granting the 80% of the can, and the other 80% of the 80%, the other 80 brands are the identity of the boutique. So we need not cannibalize the others. No, also because I have to say, so coming identity and becoming a distributor, I can have different identity. I very often explain to some brand I'm distributing that must be grateful, so the successful brand, because that brand are the one that let me to promote your brand that is not so successful. So you are a startup, and so I think as in any business, you need to have a core business and research and development. Research and development is to give opportunity to small brand to become the next reference point in the business. So, but that is, we are simply speaking of obvious things. So that is for everything. It should be for watches, should be for leather, whatever you want. So no. We have to thank God that some niche brands are very successful, because without them we can promote the new entries. And that is a natural selection. Then is a work made in team. So distributors have to grant services. That is the reason why we decided as a team, for example, what's the key word of this event? Services. Services from brand to the distributor, from distributor to retailer, and from retailer to final consumer. So everything is about let the people understand how to find what they are looking for. And that is exactly what's happening in a library or in a bookstore. Once you come into the bookstore, someone is welcoming you, telling, I have something for you. It should be a book printed 8 years ago or simply printed yesterday. But they know your taste. Library disappear, yeah. Yeah, I'm buying on Amazon, yeah, sure. But the point is, exactly that is the effort, not only but more people now in the niche about services, is how to welcome, also in the net, how to help people to find it. So I think that the role of using your know-how in helping people to find what they love is very important. And also in the net, you can do that. So unfortunately, one of our identity, I am one of the founder of Nose, and Nose is the software you get at the the entrance, and that is simply you can do in internet. Answer to interview, you get 5 fragrances, you smell the fragrance, give your idea, tell me what you like, and I drive you to your choice. Okay, for me, as I say, it's quite difficult to admit that we could use, internet, but we have to use internet. And maybe it's a way, I agree with you, it's maybe one of the, I don't say only way for this kind of brands to develop and to be known and so on. If you don't use that today, and I know a lot of small brands, they exist, they grow to a certain extent. Then there's a second step for this brand, how to develop, to reach. I have a strategy. I advise some good friends of mine. They are not here, but they still, some brands are missing to the exhibit. They are a fantastic brand, small one. During the last 4 years, they developed, and a lot we by internet, I agree with you, not only. We have a strategy of very limited worldwide strategy. It's what I advise. Only trying to trace, to find, you know, Claudia, who I'm talking about, certain.
This guy has a limited point of sale worldwide, the best. 5 in Germany, only few. You know, and you know by heart how many we have in France. In Italy, I don't know exactly, but it's not a lot also. Top. And you establish your worldwide credibility. The problem is, the guy I know, they are making the perfume inside his own villa, in his house, with no staff, because he has to work a lot to build. He's succeeding, so he's successful. But you cannot apply all this kind of thing to everybody as a strategy. No. The problem is internet is important to a certain extent. Is what I want to say. I want to give you a bad impression. So I trust a lot in private owned shop, people capable to have a direct contact, etc. So you can use internet in different manners. Sometimes the retailer don't know all the things about the fragrance. Sometimes the final consumer want to know more. And so, for example, information by internet on that, letting the people to know more about what they selected. I think it's only a way to. I used to say things to the final consumer. That is the more important thing. What they need. They need to be reassured. They need to be free to tell you what they like, they dislike. They have to discover something, so you have to help them to discover something. And so then internet should be used in a proper manner. Should be used in promoting. So as is happened in another workshop, I think that brands and distributors have to consider retailers as a partner, because very often they are obliged to promote a brand that is practically unknown, and so they made a PR activity. And who is paying for that activity? Bravo. It's also who is a problem paying? Of money. Who is paying? I agree with you. You know, a strategy. I was in Switzerland. You know, we have a friend in Switzerland. Porsche is a big, prestigious name. And I know how he built. Sometimes you have two ways. Problem is cash. To develop this brand is money. Then you could have 2 activities. One activity to make you have to. If you go to the bank, you cannot finance. You are a small company. You do not find the money to finance your project. Or you will find with some family resources, but to a certain extent, it's very. You need a lot of money to if you want to go to another step of your business, making from the niche to the selective brand, to create a name, it needs a lot of money. Then how to find this money? Sorry, Karim. Some of them I found. I know. No, it should be a long story, because we have also historical analysis of the past 10 years. So I can answer in 2 different manners. There is some brands that start up, are quite successful, and suddenly they decided to come in competition with big brands when they have no enough financial resources. Usually what's happened that after a few months, or a few years, a big company bought the brand. Because it costs less than make a startup, it's better to buy. I can give you a list of almost 20 brands, okay? What is the reason why for Exans and other things is that, Italy is known to be the best market for niche since a long time. Italy developed something like 1.8% of beauty business up to now. And as I told you, if we can conquer 1.5% all over the world of the beauty business, step by step, that let any single brand to increase its own production up to 10, 20 times. And so if you can do that step by step, having a proper return on investment, instead of thinking to become LMVH in 2 days, okay, so I think it's only people, when you have the customer are existing, and very often that is a problem in the United States, where you have to find a niche product. So you have to deal with three point of sales. 2 of them are operating by internet, and 80% of the volume of sales is in internet, because brick and mortar are very few and only concentrated in New York. So who is the distributor?
And the other point, that when your minister was there yesterday, it happened to me to tell her, thank you very much, Mrs. Minister, because 80% of the brand here are coming from France. Thank you very much. But you have also to thank so much Italian, become better consumer than French people of your products. So please, let the French people consume more your product and you will be happier. Altre domande? Other questions? I'd like to ask this question definitely to the two ladies, but also to the most esteemed gentleman to my left. Nobody's talking about emerging markets. And what I'd like to understand is, do you feel niche perfumes, the way they are today, have the best opportunity to get the pie in the emerging markets? Or is there room and opportunity in India, China, and wherever for local talent to create new niche perfumes there? Where would you bet your money? That's a simple answer. You know that more workshop today, in these days, was based on what's happening in North Africa, what's going on in China, what's going on in Uzbekistan, and in the past 6 years, when we established Xans, I see a huge growth of presence of new market, emerging market. There are some brands that are now opening in Uzbekistan, Kazakhstan, etc. And we have also a debate on Arabian. So the message I give to everyone is, don't feel that Arabian will be a competitor. So Arabic are very close to the perfumery, is the source of frankincense, of ambergris, for example, or the Attar's history, or whatever you want. It's a matter of fact that every Western company today try to modify its own identity, making Arabian products to sell in an emerging market. I kindly ask to any brands, please maintain your identity, because very often, I used to say in this day, in the next 3 years we will have almost 30 Arabian brands in the Western market. But that is not a risk. I think simply that currently Arabians have to make their own way to approach perfumery and to propose to a consumer they are more prone to accept smells that are coming from other worlds. And I think that welcome to any new creation made in another country. Why not from Asia, or Mongolia, or whatever it would be, India, that is a rich and fantastic heritage. And what else? So the aim is only, please let the network grow up, let the network stay within the 1.5%. We will stay niche, but we will have some billion euro turnover. And that is also a battle concerning, you give me opportunity to speak about what's about the new, you know, the battle between IFRA before and now European Community rules. So you know there is a petition around. All bloggers receive a letter from us about to collect some sign for that, because I'm a scientist also. I'm graduated in chemistry. I was in medicinal chemistry before, so I have absolutely nothing against scientific absolutely nothing. But the point is, you can impose rule that cause the ban of some ingredients that could affect as maximum 0.8% of the population, when you are not banned cigarettes, you are not banned sulfamidic, you are not banned other things that, or nuts that can kill people. In my knowledge, in 3,500 years, no one died for a perfume on skin. So that is completely logical. So please, if we have to give information to the final consumer, welcome. Everyone has the right to know if something that could affect his health is on a product. But please, a ban made absolutely no sense. Otherwise, we have to tell the people that is collecting lavande in Provence that they are going to die tomorrow. You completely agree.
I was discussing this afternoon about this particular point. I think Bruxelles, we have to do, the profession has to do something in Bruxelles to stop this crazy thing. As you know, again, in the next weeks we are going to discuss about regulation on some product, but it's crazy. A lot of products of Dior or Chanel or even Caro are going to be banned because of this stupid legislation. That I agree. On your questions, to answer to your questions, again, I agree with you with one thing I like to add. Of course, you have to develop. In China, they stopped. The first agreement between Hermes and new Chanel, a new brand in China, in India also, a cooperation to develop your own name, and it's normal. The problem is, at the moment, in those emerging countries, we don't have distribution. Again, I come back to that. For me, it's very important, the distribution network. And not only. Let's take an example, Brazil. I just take Brazil. Brazil, to develop selective brand today, it's crazy. Forget. Maybe, it's my idea, maybe Brazilian people would come and create their own perfumes and selective or whatever from Brazil. Yes, but Brazil with the legislation and the problem they face, because emerging countries have big problem. In Belgium, in Argentina, I travel a lot and I know it's not good, and not the ideal situation. In China, yes. We are in India, not yet. The distribution, again, distribution, come back. In which outlet are we going to sell selective brands? In Singapore, yes, we are testing Singapore. We are testing some place in the world where some distributors try to develop very niche and beautiful brand, but it's very limited, and only few brands you mentioned among the selective brands are successful. I don't mention it, I don't want to advertise them, but it's 5 or 6 brands. Maybe some people are there, but I don't think. Again, on the emerging country, positive what you say, but try to find a way, and it's not, I don't have no answer, for the distribution. Or maybe we could talk to the big group, I don't know, to Mr. Hardo, or to Mr. Pinot, or to, I don't know, I'm not sure of that. But thank you. No, I think that is, sorry, it was your workshop. And no, I think that one of my personal aim to organize Exanse is to let the people know each other, and to stop to consider a market as something that you have to conquer something against your competitor. So if we, for example, you consider Nigeria or China or whatever you want, the point is, if you get one shop that is ready to welcome niche, try to converge on it and give an example. If you give a positive example that is surviving, getting money, believe me, in less than 2 years, you will be followers, and followers. That is the story of Italian market. You know, my company was established in '55. And in '55, niche was not existing, okay? And so we see the growth of the niche market in Italy. There was no one niche shop. When I started myself, there was already the 3rd generation. And in average, I made a calculation that the presence of niche on the shelf in the perfumery in Italy was no more than 5% of the sales, step by step, and no one shop surviving 100% with niche. Today, Italy counts almost 300 doors working on niche, and about 120 of them that have more than 80% of their income in niche. Obviously, we have 6,000 doors in perfumery in Italy, and so that is the reason why we are still niche. That is a problem in France, that is a problem in Germany, but anyway, the point is that today in France, in the Netherlands, in Bucharest, you have shops that are working 100% on niche, and they are a positive balance. So, and that is an example. When you get 10 stores in Bucharest working on niche, you are quite surprised.
how much is domestic, how much are coming from outside is another point. But anyway, the same in Switzerland, etc. So I can count. I can't tell you that I know all of them, but I can count you dozens and dozens of shops in Europe that was completely unexpected 7 years ago. It's true. And so that is in front of you. And so insemination, let me say, in other countries, there is more brands that start alone, and I pray all the other brand owners follow it, go into the same point of sale. So we have Iranian people there this morning, we have people from China, there is people from Australia, so people from South Africa. So be optimistic. I live it for a long of my life, and I know what's going on. I think that very often we forget to see what's happened simply 6 years ago. Think what's happened 6 years ago and what we are right now. So works together and you get a target. Maybe we can conclude and say that the mature markets have created, given born to the niche. And now the emerging markets are picking up this opportunity for their own markets. So they just follow. So we wish everybody to be successful or in discovering the true potential of emerging markets, or maintaining and consolidating the mature markets with this very special world of niche. So I would like also to thank so much, because both of you represent a very important point, an allied, that is communication, proper communication, and study. So studying, analyzing, and coming in deeper to tell what's going on. So because we have no data, so for a long time I was the only one telling the people what are the numbers. But it's time that someone in university study realistically, in a scientific manner, what's the market in the niche? Who knows? Where else published? No one knows. So we are basing our data as a projection on data on the industry. I think that we have to feel ourselves now a market, as a market that makes sense to study, to publish data, to analyze in a proper manner, and to encourage people to invest, because there is a logic in investing and forecasting a return on investment. So we are speaking already of some. Italy developed more than 160 million euro turnover in that field. The projection is France can develop almost 180 million. We are still far from that, but it's feasible. It's 1.5%, and Germany means 200 million euro. So then projected to the other one. Thank you so much. Thank you. Thank you.